Il faut d'abord bien distinguer les trois usages de halal. Pour moi, il y a trois usages. Donc, un usage théologique. Donc, halal veut dire permis. Donc, grosso modo, tout ce qui n'est pas interdit. Il y a un usage marchand qui renvoie à ce qui est prescrit aux musulmans. Alors, c'est aujourd'hui la viande halal, les bonbons halal, mais aussi le tourisme halal, la halal fashion, le bikini halal qui est un burkini, la mode dite pudique, donc fait partie du marché halal. Et puis il y a un troisième usage du terme halal qui est, selon moi, l'espace normatif du halal, c'est-à-dire le lieu où l'on vit dans le halal, où on se marie dans le halal, c'est le halal way of life, le style de vie halal, si vous voulez. Donc, comment on en est arrivé à distinguer en fait ces trois usages? Eh bien, c'est une affaire, c'est une histoire que j'ai reconstituée dans mes travaux et qui est liée au dynamisme particulier de l'islam dans le monde, son développement démographique, son prosélytisme aussi, très important dans le monde de l'islam. Dans le monde économique, l'engouement des investisseurs, des firmes multinationales, des banques, de la grande distribution, et en diaspora en particulier, l'attrait que suscite le style halal chez les jeunes. Et tout cela est en train de créer un écosystème halal fait d'objets, de services, d'espaces, de modes de consommation et de ce qu'on pourrait résumer par une culture halal. Donc concrètement, ça signifie qu'il est en train de s'instaurer une sorte d'espace normatif pour les musulmans qui a son propre mode d'autorégulation dans l'islam et par l'islam. Je considère que le marché halal, pas le halal, mais bien le marché halal, a été inventé dans les années 1980. Le marché halal renvoyait essentiellement à celui de la viande, donc on parlait de boucherie. On recherchait le tampon halal pour savoir si l'animal avait été abattu conformément à l'islam, c'est-à-dire en gros par un musulman, car il n'y a pas de rite d'abattage pour la consommation quotidienne, mais en revanche, il y a des interdits à respecter. Donc l'interdit du sang, l'interdit de consommer une bête morte, une charogne, et l'interdit du porc. Puis, vers la fin des années 80, une lecture fondamentaliste du religieux s'est peu à peu imposée dans la société, et le haram, c'est-à-dire l'antonyme de halal, l'interdit, s'est mis à englober tout ce sur quoi on avait des doutes. Si on n'était pas sûr, mieux valait s'abstenir. Un doute qui, bien sûr, dans les pays non musulmans, dans les diasporas, a été très facile à mobiliser chez les consommateurs, puisqu'ils sont entourés de gens qui ne sont pas musulmans. Donc, on a vu apparaître dans les années 80 des groupes de jeunes réislamisés par des groupes piétistes ou salafistes, soutenus par les wahhabites de la Ligue islamique mondiale, qui est un organisme prosélyte saoudien. Et donc, ces groupes ont commencé à faire de la surveillance des boucheries, à demander des comptes aux bouchers au nom de l'islam, à les intimider parfois, et puis ils ont fait courir des bruits. La viande vendue ici ou là n'est pas halal, le marché halal est faux à 90%, etc. Des choses qu'on entendait couramment dans les années 90. Et ça a donné naissance à un système de contrôle par tiers, et notamment son prototype qui est l'association AVS, à votre service, donc qui s'adresse, on le voit par l'intitulé, aux consommateurs musulmans, qui est une des premières agences de certification halal par un tiers. L'association AVS, à votre service, donc qui s'adresse, on le voit par l'intitulé, aux consommateurs musulmans,
qui est une des premières agences de certification halal par un tiers. Et donc le modèle d'AVS était tout à fait inédit chez les musulmans à l'époque. Il s'est alors inspiré de la cache-route, grâce notamment à la présence d'un des fondateurs d'AVS, qui était un juif converti à l'islam. Et donc, AVS a d'une certaine manière bouleversé la règle du jeu halal. Parce qu'à l'époque, je me souviens, quand j'ai commencé à étudier ce marché, donc au milieu des années 90, pour la majorité des musulmans qui vivaient donc en diaspora, en dehors des pays musulmans majoritaires, la viande des boucheries juives et chrétiennes, c'est-à-dire conventionnelles, était licite pour les musulmans en vertu d'un verset coranique, le verset 5 de la sourate 5. Et puis, la compétition, il y a eu un jeu de compétition à la fois dans le champ religieux et dans le champ économique. Et une façon d'entrer dans ce marché a été d'accuser, ou dans ces marchés, a été d'accuser le voisin de n'être pas halal et proposer donc davantage de contrôle, du plus halal que halal, selon des règles du jeu qui étaient celles de la compétition plutôt que celles de l'islam, ou en tout cas érudit. Donc, c'est la méfiance du consommateur qui a été mobilisée et qui a permis donc au marché de se développer. La méfiance qui a donc créé des opportunités économiques et notamment grâce, dans les années 90, aux crises sanitaires. La crise de la vache folle avait effondré les prix du bœuf, donc il était assez facile de rentrer sur ce marché à l'époque et on a vu se multiplier les boucheries halal. Alors ça, c'est l'offre, ça c'est la dynamique de l'offre. Alors si on considère la dynamique de la demande, cette surenchère normative a été aussi d'ordre sociologique. Elle concerne en particulier les jeunes qui sont à l'époque dans ce qu'on appelle, ou les psychanalystes appellent une reconstruction identitaire, qui a des modalités assez particulières, assez bien résumées par le psychanalyste Fatih Benslama, dans son expression le surmusulman. Ces musulmans qui veulent être plus musulmans que musulmans et le manifester. Et AVS a instauré donc un modèle qui rencontrait assez bien cette demande, basé sur la responsabilité et donc la culpabilité individuelle et non plus collective, qui rompait avec la logique autrefois de la chaîne de responsabilité, ce que j'appelle la chaîne de responsabilité, qui consistait en fait à reporter la faute en amont. C'est-à-dire que si vous aviez mangé de la viande non halal, c'était la faute du boucher. Pour le boucher, si la viande qu'il vendait n'était pas halal, c'était la faute de l'abattoir, etc. Donc, on se met donc à partir de l'époque des années 90 et de l'entrée en jeu de ces associations prosélytes de surveillance du halal, on se met à chasser l'interdit et le doute aussi fait partie donc de l'interdit. Donc, le musulman doit manger une viande dûment contrôlée et certifiée, sinon, il est dans le haram. Et on peut dire qu'on a un changement de paradigme où on est passé du tout est permis sauf ce qui est interdit à tout est interdit qui n'est pas permis, ce qui a eu bien sûr des répercussions sur l'ensemble du marché. C'est un marché donc, qui véhicule des normes et des valeurs islamiques donc, plutôt rigoristes, qui, comme je l'ai dit, s'autorégulent dans ce système, cet écosystème halal. Donc, pour moi, il n'est pas neutre. Et quand les firmes comme Nestlé, comme Nike ou Decathlon promeuvent du halal à travers le burkini ou le hijab running, ils le font au nom de la diversité, ce qui est en réalité une tromperie, puisque le marché ne se diversifie qu'en dedans de l'espace normatif du halal, c'est-à-dire selon les règles qui sont attribuées à l'islam. Et donc, plus ils jouent ce jeu, et plus la pression, en fait, se renforce sur les musulmans, qui n'ont plus du tout de raison de rester en dehors.
Hein. Ils ne peuvent pas revendiquer, encore moins ne pas être, mais encore moins revendiquer de refuser ce halal parce qu'ils sont alors considérés comme des apostats, quoi. Donc c'est quand même un peu, pour moi, l'écosystème halal, ce qui est devenu le halal, c'est quand même un danger pour nos sociétés démocratiques et surtout pour celles qui ont adopté le principe laïque d'assimilation. Sur la taxe halal, bon, d'abord, il faut savoir qu'elle existe déjà. Elle est facturée aux entreprises de production d'aliments par les agences de certification. Les agences de certification qui dépendent des 3 mosquées agrémences, c'est-à-dire la mosquée d'Évry, la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon. Il y a d'autres agences de certification françaises et étrangères qui certifient des produits qui sont vendus en France. Donc cette taxe halal existe déjà. Donc la question est de savoir si une partie de cette taxe peut rétribuer le culte musulman, comme c'est le cas dans l'organisation consistoriale de la cacheroute chez les Juifs depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, si on réfléchit, en fait, ça pose la question du rapport de force entre les industriels qui produisent et les religieux. Dans la cacheroute, qui est une organisation traditionnelle de plusieurs siècles, je disais, qui s'est industrialisée au XXe siècle, les règles du jeu sont relativement stables, on va dire, même si l'industrialisation a un peu bouleversé les choses, mais disons qu'elles sont relativement stables. Et puis, il y a une division reconnue, claire des responsabilités entre les producteurs et les religieux, même si, bien sûr, il y a de temps en temps quelques zones floues. Mais grosso modo, il y a une distinction claire entre les acteurs économiques et les acteurs religieux. Le halal, par contre, qui est né, donc il faut revenir à son histoire, d'où l'importance de faire cette histoire du halal, il est né donc, dans les années 80, il est à la fois industriel, il est né industriel, et les religieux, finalement, n'ont pas de contrôle, les religieux au sens strict, c'est-à-dire les gens qui ne s'occupent que du religieux, n'ont pas de contrôle sur la norme, sur la définition des standards qui sont commercialisés. Et donc, ce sont ces organismes hybrides, je parlais tout à l'heure des contrôleurs qui ont émané de groupes de musulmans comme ça, un peu à droite et à gauche, ce sont plutôt des organismes hybrides, religieux et marchands, qui vont à la fois définir et vendre ces standards sur un marché de la certification qui est très, très compétitif, puisque personne ne peut vous empêcher de vous déclarer contrôleur certificateur halal. Moi, demain, si je veux faire mon business de halal, je peux. Personne ne va m'en empêcher. Donc, on est complètement dans l'espace privé, bien entendu, puisque l'État ne peut pas dire ce qui est halal ou pas. Il ne peut pas accréditer non plus des agences de certification. Alors après, est-ce qu'elle n'est pas, moi, à mon avis, elle n'est pas faisable et surtout, elle n'est pas souhaitable, puisque taxer le halal, ça serait reconnaître son existence, reconnaître cette norme, et donc légitimer cet espace normatif du halal dont j'ai montré qu'il était qu'il était séparatiste. Donc, ça voudrait dire reconnaître et soutenir que les musulmans sont finalement une espèce particulière de l'humanité, avec sa consommation, sa culture, etc., qui doit vivre dans le halal. Or, cette utopie fondamentaliste est bien évidemment un danger pour nos sociétés laïques de type assimilationniste. Alors, si on souhaite renoncer à ce modèle d'assimilation, je veux dire, pourquoi pas? Alors, on peut s'engager effectivement sur cette route, mais si on veut conserver notre modèle qui semble pas si mal fonctionner en réalité, alors il faut dire les 4 vérités sur le halal et dire qu'il est né il y a 40 ans. Les jeunes générations n'ont aucune idée de ça. Quand je raconte cette histoire, ils sont tout à fait étonnés. Qu'il n'a pas de fondement théologique clair et qu'il est issu d'une espèce de deal entre néolibéralisme et néo-fondamentalisme.